Ils savaient que ces documents finiraient par sortir. Et pourtant, ils ont continué à mentir comme si personne ne regarderait jamais. C'est ça le cœur de cette histoire. Pas une rumeur, pas une spéculation, mais un face-à-face brutal entre des déclarations publiques et des faits écrits noir sur blanc. Ce qui rend cette affaire différente, c'est la source. Ces fichiers ne viennent pas d'un ennemi politique. Ils ne viennent pas d'un média hostile. Ils sont produits par l'administration elle-même. Et à l'intérieur, une version des faits commence à s'effondrer. Un responsable clé avait affirmé calmement qu'après une certaine date, il n'y avait eu aucun contact. Zéro. Plus de relations, plus de rencontres. Il l'a dit devant des millions de personnes. Mais les documents désormais révélés racontent une autre chronologie. Des dates précises, des déplacements concrets, des échanges qui n'auraient jamais dû exister selon sa propre version. Et là, la question n'est plus « que s'est-il passé ?» La question devient « si ceci est faux, qu'est-ce qu'il l'est encore? » Parce qu'à partir du moment où les dates contredisent les paroles, cette histoire ne peut plus être contenue. Au centre de cette affaire, il y a un événement précis. Pas encore tout, pas encore l'ensemble des révélations, mais assez pour voir le schéma. Pendant des mois, le public a entendu une version simple. Un lien ancien, rompu net, sans suite. Une relation arrêtée dès les premiers signes inquiétants. C'est cette version qui a été laissée planer, sans être frontalement répétée, mais jamais corrigée non plus. Puis arrivent les documents, produits officiellement. Et soudain, ce récit isolé commence à ressembler à autre chose, une pièce d'un ensemble plus large. Ce n'est plus seulement un homme et une rencontre passée. C'est une série de contacts qui s'étalent dans le temps, bien après la date présentée comme la fin définitive. Notissez ce glissement. On ne parle plus d'un souvenir flou ou d'une erreur mineure. On parle d'un modèle. Déclaration publique d'un côté, activité documentée de l'autre, et entre les deux, un silence stratégique. La vraie question n'est donc pas ce qui figure dans un document précis. La vraie question est pourquoi cette version tronquée a-t-elle été présentée comme complète? Et surtout, qu'est-ce que ces premiers éléments annoncent pour la suite des fichiers encore à examiner? Le point clé est le suivant. La version officielle ne tient pas face aux détails concrets. Ce n'est pas une interprétation, c'est un fait appuyé par les documents eux-mêmes. Dans les fichiers révélés, on trouve une date précise, le 23 décembre 2012. Pas une approximation, pas une rumeur, une date. Ce jour-là, selon les échanges, un déplacement est organisé vers l'île de Jeffrey Epstein. Ce n'est pas un simple passage. Il est question d'un yacht affrété, d'un itinéraire planifié et d'un arrêt sur l'île pour un déjeuner. Les documents mentionnent aussi la présence de familles, avec des enfants, dont les âges sont listés noir sur blanc dans un échange avec le gestionnaire de l'île. Ces détails ne servent à rien si l'objectif était de mentir. Ils servent seulement à organiser une visite réelle. C'est là que le récit public s'effondre, parce que ce déplacement a lieu 7 ans après la date présentée comme la fin totale de tout contact. 7 ans après les déclarations selon lesquelles toute relation aurait été rompue, définitivement. Mais voici le détail que beaucoup manquent. Personne, jusqu'ici, n'a nié l'authenticité de ces documents. Pas un démenti clair, pas une explication chronologique. Remarquez ce qui manque. Et quand ce silence apparaît, ce n'est jamais par hasard. C'est souvent le signal que quelque chose de plus large est encore à venir. À partir de là, l'histoire ne stagne pas. Elle s'intensifie. Parce que ce déplacement n'est pas un accident isolé, ni un simple détail logistique. Il s'inscrit dans une normalité troublante. Organiser un voyage, affréter un yacht de 180 pieds, prévenir le gestionnaire de l'île, tout cela demande de l'anticipation. Rien n'est improvisé. Et pourtant, tout est traité comme si cela ne posait aucun problème. Ce qui frappe, c'est la banalité du geste. Aller sur cette île pour le déjeuner, repartir ensuite, comme une visite de voisinage. À ce stade, ce lieu était déjà entouré de rumeurs, de soupçons persistants, de questions que personne ne pouvait ignorer. Et malgré cela, la relation semble fonctionner comme avant, sans rupture visible, sans distance claire. Ce mécanisme n'est pas nouveau. L'histoire du pouvoir est remplie de situations où des comportements anormaux deviennent routiniers parce que personne, à l'intérieur du cercle, n'a intérêt à briser le silence. Ce qui devrait déclencher une alarme devient une formalité. Et c'est là que la situation bascule vraiment. Parce que lorsque l'exception devient la règle, ce n'est plus une erreur individuelle. C'est un système qui commence à apparaître. Les éléments suivants sont encore plus difficiles à ignorer parce qu'ils s'étalent sur plusieurs années.
Les documents montrent qu'après ce voyage de 2012, les échanges ne s'arrêtent pas. Au contraire, ils prennent d'autres formes. En 2017 et 2018, des traces apparaissent autour de dons financiers, de projets communs et de communications liées à des intérêts partagés. Pas des souvenirs anciens, des actions concrètes bien après les déclarations publiques de rupture totale. Un exemple précis ressort, une donation liée à un événement caritatif majeur, organisé au profit d'une cause communautaire où des centaines de personnes sont présentes. Selon les fichiers, Epstein apparaît comme donateur, dans un contexte directement lié à Howard Lutnick. Ce détail change tout. Parce qu'un don n'est pas un hasard, quelqu'un demande, quelqu'un accepte et quelqu'un coordonne. À cela s'ajoutent des échanges documentés autour d'un projet urbain précis, l'opposition à l'extension d'un musée bien connu sur la 5e avenue à New York. Là encore, on parle de coopération, d'intérêts alignés, pas d'une relation coupée nette. Voici la contradiction centrale. Publiquement, le discours est celui d'un rejet total. Dans les documents, on voit une continuité. Et à partir de là, la question n'est plus morale, elle est factuelle. Comment ces deux réalités peuvent-elles coexister sans que quelque chose ne se fissure? À ce stade, les événements commencent à s'empiler rapidement. D'abord, la publication partielle de millions de pages, encore loin d'être entièrement examinée. Ensuite, une réaction officielle qui tente de réduire l'affaire à une simple formalité administrative, comme s'il ne s'agissait que d'un archivage tardif. Et en parallèle, des responsables contactés par la presse qui refusent de répondre ou qui coupent court aux questions en affirmant, une fois de plus, qu'il n'y a rien. Mais regardez la vitesse à laquelle tout se resserre. Des journalistes appellent, des réponses sont évitées. Un téléphone raccroché devient lui-même un élément du récit. Plus personne ne clarifie la chronologie. Personne n'explique pourquoi des contacts documentés existent des années après une rupture supposée totale. C'est là que la pression monte, parce que chaque non-réponse ajoute du poids aux documents déjà révélés. Chaque silence devient une confirmation implicite que la version publique ne suffit plus. Et pendant ce temps, les fichiers continuent d'être analysés, page après page, nom après nom. Ce qui semblait contrôlable commence à glisser hors de portée. La vraie question surgit alors, brutalement. Que se passe-t-il si ce rythme ne ralentit pas? À ce moment-là, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle touche directement des gens ordinaires. Parce que lorsque des responsables donnent une version incomplète ou trompeuse des faits, ce sont toujours les mêmes qui paient le prix. Le public, vous, moi. Tous ceux qui doivent décider à qui faire confiance, sur quelle base et avec quelles conséquences. Imaginez ce que cela signifie concrètement. Des décisions économiques, politiques, judiciaires sont prises par des personnes dont la parole est supposée être fiable. Or ici, les documents montrent un écart clair entre ce qui est dit et ce qui est fait. Ce décalage n'est pas théorique. Il affecte la manière dont les lois sont appliquées, dont les enquêtes sont menées et dont certaines questions sont discrètement mises de côté. Ce n'est pas une histoire de camp politique, c'est une histoire de responsabilité. Quand la vérité devient fragmentée, ce sont les citoyens qui avancent à l'aveugle. Les règles semblent différentes selon qui vous êtes et avec qui vous êtes liés. Si cette sensation vous est familière, dites-le dans les commentaires. Beaucoup ressentent déjà cette fracture, sans toujours pouvoir la nommer. Et maintenant, une autre question se pose. Comment un tel système peut-il continuer à fonctionner ainsi, sans se corriger lui-même? Ce qui permet à ce type de situation de durer, c'est pas un complot sophistiqué. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et donc plus inquiétant. Un système d'incitation. Le pouvoir protège le pouvoir. Les relations créent des zones de confort. Et tant que le coût du silence est inférieur au coût de la transparence, rien ne bouge. Regardez le mécanisme à l'œuvre. Les documents existent, mais ils sont massifs, complexes, étalés sur des millions de pages. Leur simple volume décourage une lecture complète. Pendant ce temps, le débat public se fatigue vite. L'attention se déplace. L'indignation se dilue. C'est ainsi que des faits graves deviennent du bruit de fond. Il y a aussi l'effet spectacle. Une déclaration officielle, même vague, suffit souvent à calmer la tempête. Nous avons examiné les fichiers. Cette phrase crée une illusion de clôture, même quand aucune explication précise n'est donnée. Le système ne fonctionne pas parce que tout le monde ment. Il fonctionne parce que peu de gens ont intérêt à poser les mauvaises questions trop longtemps. Et c'est précisément ce calme artificiel qui rend la situation instable. Car quand la pression revient, elle revient toujours plus forte.
À partir d'ici, deux trajectoires commencent à se dessiner. La première est familière. L'attention médiatique se déplace. Les documents restent disponibles, mais l'énergie collective s'épuise. Les responsables mis en cause ne reviennent jamais vraiment sur les contradictions. Rien n'est officiellement résolu, mais rien n'explose non plus. Le système absorbe le choc et continue comme avant. Mais il y a une autre trajectoire possible, et elle dépend d'un détail clé, le temps. Plus les fichiers sont examinés, plus les incohérences s'accumulent. Une date en entraîne une autre. Un nom mène à un échange. Et soudain, ce qui semblait isolé commence à former une ligne continue. Pas une accusation unique, mais une dynamique impossible à ignorer. Dans ce scénario, le problème n'est plus ce qui est déjà connu, c'est ce qui n'a pas encore été lu. Chaque nouvelle révélation potentielle augmente la pression sur ceux qui ont choisi le silence. Et à un certain point, maintenir une version simplifiée devient plus risqué que de s'expliquer. La sensation est claire. Quelque chose est déjà en mouvement. Et la prochaine étape ne viendra pas d'une annonce spectaculaire, mais d'un détail que personne n'attend. Cette histoire peut se résumer en une seule idée. Le vrai pouvoir ne se révèle pas quand tout est clair, mais quand les contradictions s'accumulent et que personne ne les affronte directement. Ici, ce ne sont pas les accusations qui font vaciller le récit, ce sont les dates, les silences, les versions incomplètes présentées comme définitives. Ce que montrent ces fichiers, ce n'est pas seulement une relation passée, c'est une mécanique. Dire juste assez pour calmer l'opinion sans jamais répondre au cœur du problème. Et tant que cette mécanique fonctionne, elle se reproduit ailleurs, avec d'autres noms, d'autres dossiers, d'autres promesses de transparence. La question n'est donc pas seulement ce qui s'est passé. La vraie question est ce qui se passera la prochaine fois que des documents contrediront une version officielle déjà installée. Parce que cette affaire n'est pas une fin. C'est un signal. Et la couche suivante de cette histoire est déjà en train de se former, hors caméra, dans les pages que peu de gens ont encore lues. Suivez cette chaîne pour ne pas manquer la suite.